Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Différenciateur Inné avec votre hôte Gaël Régnier. Le podcast Le Différenciateur Inné est là pour trouver la différence qui rend une entreprise attractive et irrésistible. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme d'affaires bruxellois, serial entrepreneur, chroniqueur business à la radio et télévision. Il est lauréat du concours national Boost Your Business. C'est Jérémy Van Obdenbosch qui a démarré sa carrière dans le consulting au sein d'une Big Five, a conseillé dès l'âge de 27 ans le CEO et COMEX d'une des plus grandes banques du CAC 40 sur des enjeux à plusieurs milliards d'euros. Et aujourd'hui, il est le fondateur de Business Entourage, qui est leader en francophonie de l'expertise relationnelle et du networking, opérant pour des grands groupes, enseignes, institutions, ainsi que des milliers d'entrepreneurs. Jérémy est surnommé l'entrepreneur aux 5000 rejets par le magazine Forbes et il est également conférencier international avec plus d'une centaine de conférences à son actif, dont le prestigieux TEDx. Bienvenue, Jérémy Van Obdenbosch. Merci Gaël pour la présentation et pour l'accueil. Je suis très content d'être sur ton podcast et de pouvoir partager sur mon parcours avec ce côté différenciateur, comme j'ai compris. Ravi d'être là. Exactement, c'est ce que j'appelle, tu vois, le différenciateur inné. Et je veux dire, tout ça a commencé lorsque j'ai participé l'année dernière à ton summit en Belgique, à côté de Bruxelles. Et j'avais vraiment trouvé quelque chose, tu vois, j'ai fait énormément d'événements et j'avais trouvé quelque chose de vraiment marquant, de vraiment différenciant sur ce summit où, en fait, les personnes obtenaient, je dirais directement, immédiatement, des transformations durant la conférence. J'ai vu des personnes extrêmement timides se mettre à parler devant une audience de 150 personnes, des personnes faire le catwalk devant justement cette audience. Tu as amené la radio durant l'événement, tu avais des intervenants qui étaient extraordinaires, anciens champions olympiques. Et là, je me dis, ouais, là, il y a quelque chose. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à faire ça? Qu'est-ce qui a fait quel était ton parcours qui a fait que, bah voilà, boum, tu aies la possibilité de faire ça et ces idées-là? Grande question là, parce que j'ai réfléchi à comment dire le parcours, parce qu'avant d'arriver sur la création d'un summit de 3 jours, c'est plus de 20 années de différentes activités. Mais en fait, le summit, pourquoi je l'ai créé? Déjà, ça ne se crée pas comme ça directement. C'est qu'avant, déjà de base, moi, j'étais incapable de parler devant un public. Ok. Donc déjà, pour organiser 3 jours, être 3 jours sur scène, parce que je suis de 9 heures du matin jusqu'à 23 heures quasi tous les jours sur scène, ben, il faut déjà personnellement, pas mal d'entraînement. Et j'ai fait énormément de conférences avant jusqu'à la Commission européenne. Et quand j'ai senti que j'étais à l'aise, ben, c'était parti pour ce summit. Et pourquoi je l'ai créé, en fait, c'est parce que, comme tu l'as dit, je vois énormément de gens qui ont du talent, qui ont des projets plein de potentiel, mais qui sont bloqués. Donc, ce qu'on Mhm. appelle un peu les barrières à l'introspection, c'est la timidité, le côté peut-être introverti, le manque de confiance en soi. Et du coup, en fait, ils ont des idées géniales, mais ils ne savent pas comment aller aborder quelqu'un, comment aller parler de leur projet, comment être intéressant, comment prendre les cartes de visite. Et ce summit a été créé vraiment pour répondre à ce besoin-là. Et c'est vrai, comme tu le dis, qu'il y a des gens qui viennent, qui n'osent même pas regarder les gens dans les yeux. Et à la fin, ils se retrouvent à parler, mais c'est un jour après, à la radio, sachant que derrière la radio, il peut y avoir des très, très grosses audiences. Donc c'est vrai, on essaye de transformer les gens, parce que je trouve ça dommage qu'il y a des gens qui soient bloqués alors qu'ils ont des bons projets. Et j'aime pas ce côté aussi injustice. Je sais qu'il y a énormément de gens, l'entourage, c'est pour ça que j'ai appelé ça business entourage, qui sont cassés par leur entourage, que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit même parfois les amis. Et du coup, en fait, ils perdent confiance en eux. Et à cause de tout ça, le fait qu'ils sont dans un entourage décélérateur, il n'y a rien qui se passe, ils sont à ralenti. Le summit, c'est remettre pendant 3 jours, on met toutes ces personnes-là dans un environnement accélérateur. Et c'est vrai que ça fait des transformations de vie. Et c'est vrai qu'après, quand on voit quelques mois après les business, il y a certains business qui explosent. Mais après, ce n'est pas que pour les timides aussi, c'est qu'il y a des gens qui recherchent plus le côté stratégique et technique, de comment se créer un réseau, comment se créer un réseau influent, parce qu'on le sait, le réseau, c'est ultra important. Enfin, on le sait, je le sais, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais comme je dis, le talent, c'est le moteur et le réseau, c'est l'accélérateur, et il faut les deux. Et c'est pour ça qu'on a créé ça, et c'est pour ça aussi qu'on est référence en francophonie dans ce domaine-là. Excellent, ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis le talent, c'est le moteur et le réseau, c'est l'accélérateur, c'est très très bien dit. Et exprime-nous, enfin moi je sais parce que enfin on travaille ensemble, ce que tu es amené à faire, mais en termes de réseau et quelle est ta définition pour toi du réseau? Parce que moi, tu vois, mes parents, depuis que je suis enfant, ils m'ont dit: «Gaël,
s'il y a une chose à faire, c'est ton réseau, ton réseau, ton réseau, ton réseau, ton réseau, ton réseau. Tant et si bien que cette année, mon réseau et la manière dont je structure mes partenariats sont responsables d'environ 80% de mon chiffre d'affaires. Toi, qu'est-ce que c'est pour toi le réseau et quel type de réseau est-ce que toi, tu as été amené à créer, à développer depuis bah, voilà, ces dizaines d'années? Ouais, ben l'avantage du networking, la définition du networking, c'est créer des liens avec des gens et ces liens-là, ça peut vous faire évoluer dans votre activité. Donc, par exemple, si j'aime bien toujours être dans des exemples concrets, on prend Elon Musk. Elon Musk, à un moment, il a eu sa vision d'aller sur Mars, mais pour ça, il faut créer une fusée. Mais Elon Musk seul, il ne peut pas créer une fusée, il ne sait pas tout faire. Et donc, à un moment, il doit réseauter. Il doit réseauter pour trouver les bonnes personnes qui vont lui permettre de réussir et d'atteindre son objectif le plus rapidement possible. C'est pour ça que c'est accélérateur. Il suffit qu'une poignée de main se passe bien et ça peut changer sa vie. Et donc, lui, il a eu besoin de mathématiciens, de physiciens, d'investisseurs aussi, de partenaires. Et c'est tous ces gens-là qui ont fait que ça a propulsé son business. Seul, ce n'est pas possible. On prend quelqu'un d'autre dans le sport. Cristiano Ronaldo, c'est un footballeur. Tout le monde croit qu'il a été qu'il est l'un des meilleurs joueurs de football parce qu'il s'entraîne, il fait ses 1000 abdos chaque jour. C'est pas que ça. À l'âge, quand il était tout petit, il était tout seul sur son terrain de football. Il a compris que s'il restait tout seul sur son petit terrain de football à Madère, il n'y a rien qui allait se passer. Donc, il a dû réseauter et se dire, s'entourer des meilleurs, dont un entraîneur. On commence par un entraîneur. Et donc, il est parti comme ça à l'âge de 10 ans à Lisbonne. Et c'est comme ça qu'après, il y a tout un microcosme qui s'est mis autour de lui, un agent. Il a besoin de bons coéquipiers aussi aux entraînements et même pendant les matchs, parce que s'il n'y a pas tous ces gens-là, il ne serait pas le numéro un, enfin un des meilleurs dans le football. Donc c'est ça en fait le réseau, c'est des gens qui vont vous ouvrir des portes et qui peuvent changer votre vie. Et moi, ça s'est passé comme ça aussi j'ai commencé dans une carrière de consultant dans une Big Five. Et puis, à 27 ans, j'ai créé ma propre entreprise et j'ai signé chez BNP Paribas. Excellent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé une analyse. Donc ça, c'est le talent, hein, c'est les compétences. Donc on dit souvent la réussite, c'est ce que tu connais, mais c'est pas que ça, c'est aussi qui tu connais, qui te connaît. Moi, au début, j'avais que ce que tu connais. Ça m'a joué des mauvaises blagues. Et là, en fait, donc j'avais créé quelque chose qui était unique. Donc tu vois, différenciateur dans la banque. Et en fait, grâce à quelqu'un qui m'a fait confiance, cette personne a dit c'est génial et c'est remonté jusqu'au comité exécutif. Et là, le CIO a dit qui a créé cette analyse-là, ça nous intéresse. Et donc, c'est grâce à une personne. Si cette personne n'avait pas été là, ça ne serait jamais remonté chez le CIO. Je n'aurais pas eu comme ça 10 années à conseiller, à faire des analyses pour le COMEX et le comité exécutif et le CIO. Et c'était sur des enjeux à des milliards. Et ça a quand même influencé le reste de ma carrière. Parce que quand tu es aussi jeune à 27 ans à conseiller comme ça, ça te donne de l'autorité. De l'autorité, donc c'est bon sur le CV. Donc voilà, pour moi, la définition du réseautage. Après, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une définition aussi cachée que les plus grands utilisent et j'en parlerai aussi un petit peu. Mais voilà la philosophie de pourquoi c'est important. Le réseau, une seule poignée de main, ça peut changer votre vie. La définition cachée du réseautage, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup de voir voilà, ce que toi, tu vois par rapport à ça. Et une chose voilà, sur laquelle voilà, moi, j'insiste également énormément, qui est un peu le moteur de ce que je fais au-delà de l'aspect de développer des entreprises par l'intermédiaire de leur offre, de leur positionnement. C'est ce qu'il y a derrière et c'est ce que tu rejoins avec ton summit, c'était la, le fait que son entourage, la famille, l'école, même la société fait en sorte que si tu es un petit peu trop différent, ça t'étouffe, tu vois? C'est genre on est étouffé en fait et moi, selon moi, on a tous une étincelle à l'intérieur de nous qui fait que, si elle est étouffée, on n'est pas vraiment qui on est et c'est vraiment ce que je souhaite, voilà, véhiculer et c'est pour ça que je trouve vraiment fantastique ce que tu as été amené à faire par rapport à ça. C'est que tu peux, à travers un summit, transformer ces personnes-là et qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est si important que ça? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire: «OK, je vois des personnes» et parce que tu aurais très bien pu dire: «Moi, je fais mon réseautage». En plus, tu réseautes avec des grands noms. Je t'invite à faire un peu de name dropping également, tu vois? Mm. Pour que les personnes le comprennent et tu aurais très bien pu dire: «Moi, je m'occupe de ça et puis les autres, on s'en fout, quoi». D'où te vient ce côté altruiste? Mais c'est nouveau le côté injustice. Après, c'est le côté aussi se sentir utile. C'est vrai que moi, j'ai tout stoppé. Donc, j'avais une carrière. J'étais dans le 1%. Donc, moi, je suis de Belgique, dans le 1% le mieux payé en Belgique et j'ai tout stoppé. Donc, les gens n'ont pas compris. Ils me disent, mais pourquoi tu stoppes? Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il faut se lever le matin et se sentir utile et se sentir épanoui. Si tu te lèves le matin et que tu n'es pas bien, et que tu n'es pas motivé, c'est qu'il faut changer. Il faut avoir le courage de changer. Donc, moi, j'ai changé, j'ai tout lâché. Je suis parti en Australie. Et c'est quoi qui t'a
C'était quoi le déclencheur pour toi et qui a fait que enfin, tu te sentais Bah, déjà, c'est que bien par rapport à ça? j'étais 10 ans dans des analyses stratégiques et en fait, il me manquait cet impact plus humain. Plus humain. Tu vois, OK. j'arrivais dans les banques à découvrir des soucis sur des millions et tout ça, mais il n'y avait pas d'impact vraiment sur l'humain. C'était du chiffre et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai quitté. Et en plus, en quittant toutes mes activités, je suis parti en Australie. Et là, pour avoir le visa en Australie, bah, j'ai dû passer par une école de langue. Et en fait, cette école de langue, ce qui s'est passé, c'est que moi, je déteste être quelque part où les gens ne parlent pas, où tous les sens, justement. Donc, je me suis retrouvé dans une classe où tous les étudiants étaient très, pas introvertis, mais très sur la réserve. Et donc, il n'y avait pas d'ambiance. Et moi, je supporte pas ça. J'aime pas. Je me dis, je ne vais pas passer toutes mes matinées à être dans un truc où il n'y a pas d'ambiance. Donc, j'ai créé l'ambiance. Et en fait, cette ambiance s'est répercutée d'abord dans la classe et puis dans toute l'école. Et en fait, 3 mois après, je reçois une lettre de recommandation de l'école, déjà pour me donner un job, alors que je n'étais pas là pour avoir un job. Et moi, j'étais là en mode Australie juste pour profiter, pour déconnecter. Et là, je me suis dit, en fait, cette lettre de recommandation disait, tu as impacté toute l'école et la productivité et les résultats. Et donc, je me suis dit, c'est là que j'ai eu un déclic. Souvent, quand on voyage, c'est là qu'on se connaît mieux. Et ben là, ce déclic-là, c'est que je me suis rendu compte que j'ai impacté les gens. Je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Et puis, quand j'ai refait un rétro-feedback, je me suis dit, mais c'est vrai que chaque fois que je quittais une équipe dans le consulting, les gens ne voulaient pas que je parte. Donc, je me suis dit, je suis capable d'impacter. Et puis, en fait, je me suis dit, c'était en 2018, on est dans un monde digital. Et qu'est-ce que les gens me posent tous les jours comme question? Et ils me posaient toujours les questions de comment je me suis créé un réseau. Parce que derrière, comme tu l'as dit, si on fait du name dropping, j'ai rencontré un peu la planète entière, du patron de Forbes, comme Leonardo DiCaprio, comme Brad Pitt, comme des membres de la famille Arnaud. Donc j'ai rencontré, voilà, comme Stromae, enfin pas mal de gens dans tous les secteurs. Et surtout, en fait, les gens se sont rendus compte que je marchais bien dans mes projets. Donc quand j'activais mon réseau, mes projets explosaient. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a un besoin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de réseau. Donc, pourquoi pas en faire une formation? Et c'est parti comme ça. J'ai eu un client et puis, en fait, ça a marché. Et les résultats font qu'il y a eu un bouche à oreille. Et après, on a scalé. Et aujourd'hui, c'est des milliers de clients. J'ai même eu un TEDx pardon, sur cette expertise, des articles de magazine dans tous les sens. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Et c'est un peu aussi, alors c'est en restant pas dans, enfin, c'est comment expliquer? Ouais, je vais expliquer une comparaison, c'est Zidane. Zidane a fait joueur de football. Et bah après sa carrière, le gars, il peut prendre sa retraite et être sur une plage à Copacabana avec son cocktail toute sa vie. Mais il a eu ce besoin d'être entraîneur parce que c'est pareil, il a besoin de… On est des élévateurs, on a besoin de voir, on n'aime pas les injustices, on veut que les gens aillent très très haut. Ben moi, c'est pareil dans le business. Dans le business, quand je vois quelqu'un qui n'ose pas regarder dans les yeux et que trois mois après, je reçois un SMS en disant Jérémy, tu as changé ma vie parce que maintenant, j'ai plus ce problème-là et je sais parler à la télé, à la radio et tu vois ça, mais tu te sens vraiment utile. Hein, c'est la pyramide de Maslow. À un moment, c'est pas les premiers besoins qu'on a besoin, c'est au-dessus, c'est vraiment se sentir utile. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé vraiment à être conférencier, formateur, coach, mentor dans cette activité-là qui me plaît et je suis complètement aligné. Tu sais, parfois, mes coachings de groupe avec mes clients, logiquement, c'est 1 heure ou 2 heures. Ça part sur du 5 heures parce que je kiffe ça et je kiffe ça. Et quand je vois… Après, moi, je suis toujours avec des gens qui veulent avancer. Les touristes, c'est pas pour moi. Ça, Mais c'est au important, plus ça. quelqu'un avance, au plus je suis derrière parce Ah que je ouais. veux des success stories mondiales. Et on en a eu, je pourrais donner un exemple tout à l'heure, mais on a créé des success stories mondiales, de niveau mondial, Vas-y, mais donne-les c'est avec des gens maintenant. qui veulent, c'est des Donne-les gens qui maintenant. veulent avancer. Si tu en as une, vas-y. Bah oui, ici, on a eu un entrepreneur qui était plutôt de nature zéro contact, plus réservé. Il avait une marque de bijoux avec Ok. des techniques de réseautage, sa marque de bijoux. 6 mois après, donc c'est sur un laps de 6 mois, donc sa marque de bijoux était connue juste sur Bruxelles. 6 mois après, c'était connu dans le monde. Pourquoi en fait? Parce qu'avec stratégie de réseautage, 6 mois après, on était au mois de août, juillet-août, c'était les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, donc au bout du monde. Et on voit une des mannequins Victoria's Secret avec la flamme olympique et le bracelet de Ah la ouais. marque devant des milliards de gens. Ça a passé à la télé. Hein. C'était vraiment, tu sais, les derniers mètres pour arriver au stade avec la flamme olympique. Et là, quand tu as une marque, c'est un peu le principe Kate Middleton. Quand Kate Middleton, elle porte un vêtement, tu sais que c'est sold out derrière. Donc, Ouais. dès que c'est porté sur c'est du celebrities marketing, en fait. Hein. Quand c'est porté par quelqu'un, les gens le voient, les gens veulent l'acheter. La marque a été rachetée après par un plus grand groupe. Et ça s'est fait en 6 mois. Donc, ça a fait le tour du monde. Quoi. La visibilité, elle était énorme parce que les marques de bijoux, on est aussi dans un océan rouge. Les mannequins Victoria's Secret, crois-moi qu'elles ont le choix. Et là, c'était cette marque-là qui a été mise. Et ça, c'est les stratégies de réseautage. Ou même accompagner Stromae.
Stromae, il était connu en Europe et moi, ça, c'est plus sur la mise en relation. Il a été au World Music Awards, donc je l'ai invité. C'est toi qui as fait la mise en relation Ouais, avec ouais, Stromae? c'est moi. Et derrière, il était avec son manager. On était à trois à Monaco sur les 2 jours. Et clairement, bah, c'est aussi un réseauteur, Stromae. Il y a été dans les coulisses, on fait des contacts. Donc là, il y avait la télé, il y avait tous les médias et les producteurs américains, il y avait l'Australie, enfin, c'était mondial. Il y avait les plus grands artistes, Miley Cyrus, Jason Derulo, Maria Carey, ils étaient tous là. Moi, je les ai rencontrés aussi. Et en fait, tu vois que vraiment, que même les artistes, le networking, c'est ultra important parce qu'aujourd'hui, Stromae, c'est un des artistes dans le monde qui est francophone, qui est le plus connu dans le monde. Si les Américains, tu dois demander un nom d'artiste francophone, les 3 quarts vont dire Stromae parce qu'il a été sur les shows et donc il a créé aussi lui-même son réseau pour arriver à exploser dans le monde. Donc bien sûr, là, c'est le talent qui fait aussi les choses, mais c'est des petites choses, tu vois. Comme je dis, une poignée de main, ça peut t'amener vers un autre pays, ça peut t'ouvrir un autre marché, ça peut t'ouvrir, vraiment une autre audience et c'est ça qui est génial. Et c'est tellement plus rapide aussi. Moi, enfin, c'est ce que je vois aussi quand je réseaute. Ça ouvre des portes, mais de manière extrêmement rapide. Parce qu'à la place de devoir passer par la secrétaire qui doit Ah nanana, ouais, quand tu as le numéro de téléphone de la personne dans ton WhatsApp, ça bah, aide. c'est un peu le court-circuit. Je vois, moi, avec certains de mes clients, c'était la même chose. C'était, ils me disaient: «Ouais, j'essaye de contacter un tel depuis des mois, c'est un peu possible, ça va pas pouvoir le faire. Moi, qui est-ce que je suis pour être intéressé?» Je dis: «Attends, bouge pas». Mm. Je fais un petit message à Mais la personne et bim, tu vois? c'est le principe ce que j'appelle des échelles inversées. Et c'est vrai, j'ai encore eu le cas, je discute encore C'est de quoi le ça. C'est principe vrai de l'échelle inversée? c'est qu'il y a beaucoup de gens, en effet, quand ils veulent contacter quelqu'un, ils ne connaissent pas la personne tout au-dessus, donc le CEO ou quoi, et donc tu dois passer par des intermédiaires. Ouais. Et que ce soit dans la musique, l'entrepreneuriat, le freelancing. Et donc, souvent, tu contactes un peu une adresse au contact arrobase et la boîte. Et donc, avec un peu de chance, tu as une réponse, mais après, ça passe par un autre intermédiaire, et après, par un autre intermédiaire, et à un moment, ça termine par un nom. Et moi, j'ai déjà testé ça, des chaînes d'intermédiaires. Et au final, après, comme je connaissais directement le boss, j'ai contacté directement le boss et le boss a dit OK. Et puis, ça redescend vers le bas. Et comme le boss, le CEO a dit OK, en dessous, ils vont dire OK aussi. Et donc, tu vois, c'est la même boîte. Mais quand tu passes dans un sens ou dans un autre, tu peux avoir complètement un résultat qui est différent et ça s'est produit beaucoup de fois parce que le problème, et ça je le dis toujours dans les grandes boîtes, il y a beaucoup d'intermédiaires, finalement c'est des employés, des salariés. Donc ça ne change rien à leur vie de dire oui, ça ne change pas leur salaire, qu'ils Ouais. disent oui ou non. Et parfois aussi, il faut un oui, ils prennent parfois un risque en disant oui parce que si ça se passe mal derrière, là, là ça peut avoir un impact sur leur boulot. Donc, tu Clairement. vois, les gens vont peut-être plus facilement dire non que oui, alors que derrière, le talent, le projet, il est génial. Et moi, c'est déjà arrivé, hein, vraiment, quand je contacte après le CEO, enfin en tout cas que je le vois, parce que je le vois, j'en vois certains dans les événements, je dis mais écoute, je t'ai contacté, il me fait mais ton idée est géniale, pourquoi c'est pas arrivé à mes oreilles? Je fais ça, j'en sais rien, mais en tout cas, tes équipes étaient au courant et c'est jamais remonté chez toi. Et après, bon, il y a aussi le côté, ça c'est ennuyant aussi, mais là on est dans les extrêmes, tu as parfois des gens qui veulent même avoir de l'argent pour pouvoir après eux-mêmes être rémunérés limite pour qu'après ça arrive chez le CEO. Donc là, tu sais, tu as parfois des agents véreux, surtout avec les artistes, et là, ils bloquent si eux-mêmes n'ont pas quelque chose à gagner, tu vois, financièrement. Et ça, c'est pas top. Mais donc, c'est pour ça que c'est intéressant dans ce sens-là de savoir accéder à n'importe quelle personne de cette planète parce que parfois, un projet peut être bloqué dans un sens, mais quand on va dans l'autre sens, ça va être débloqué. Ah, c'est clair, ouais. Ouais, ouais, je suis, complètement je connaissais pas ce principe de l'échelle inversée, donc ça, c'est une très bonne, très Bah très ouais, bonne. il faut pas la grimper échelon par échelon, il faut aller directement au-dessus et puis ça redescend du Ouais, dessus vers le bas. Tu vois, c'est comme ça. c'est souvent le cas, ouais. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est plus tu vas haut et plus ça va vite. Ouais, mais oui, c'est ça. Dès que tu connais les bonnes personnes qui prennent des décisions, s'il y a eu 18, derrière, ça accélère, hein, c'est clair. Ouais, c'est clair et ça, c'est vraiment top. Je voulais revenir sur une chose que tu avais partagée, c'est, tu tu parles énormément, tu vois, des injustices et cetera, que toi tu peux que toi tu peux observer, mais est-ce que toi tu as été amené à vivre des injustices Ah, mais où tu dis: «Mais jamais, plus jamais ça», tu vois? ah oui, mais c'est ça qui a tout déclenché. Moi, au D'accord, début, moi, j'ai fait comme étude, en Belgique, on dit ingénieur civil. En France, c'est l'équivalent de polytechnique. d'accord. En mathématiques appliquées, orientation économie, économétrie, tu vois, les grosses études, parce que je misais de base tout sur c'est ça, les études. Et donc, quand D'accord. j'ai commencé dans le milieu professionnel, donc moi, j'ai commencé au début employé dans un cabinet de consulting. À 27 ans, j'ai créé ma propre entreprise, mais jusqu'à 27 ans, j'étais employé. Donc, j'ai fait 5 ans où je me suis bien
J'ai appris énormément de choses, c'est Charbonné, quoi. génial. Mais en fait, là où j'ai une injustice, et il y a plein de gens qui me disent c'est injustice, parfois tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a des gens, et je suis certain que toi-même tu t'es déjà posé la question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont haut placés, ils ont l'air si incompétents, ils ont l'air incompétents. Et en fait, le principe, c'est ça, c'est que moi, dans le consulting, qu'est-ce qui se passe? On est tous chez des clients différents. Et chez le client, on a une évaluation. Moi, à ce moment-là, j'avais la meilleure évaluation intrinsèque. Donc, le client, super content, super bonne évaluation. Donc, logiquement, on était, je pense, une trentaine de consultants à être comparés. Normalement, j'aurais dû terminer premier. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la pile avec les évaluations. Moi, je suis au-dessus de pile, au-dessus de la pile. Après, les promotions, tout le monde ne peut pas en avoir. Et donc, on est comparé et il y a un classement qui se fait. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ce classement se fait? Dans des réunions. Et dans des réunions, il y a des gens. Et malheureusement pour moi, personne ne me connaissait. Alors pourquoi? Les deux facteurs, c'est que de un, moi j'étais plutôt le profil à travailler comme une bête derrière un ordinateur, mais parler à personne parce que j'étais de nature timide. Et de deux, parce que je venais dans la boîte de changer de département. Avant, j'étais dans les utilities, donc tout ce qui est plutôt client énergie, et je suis passé vers les clients finance. Et donc, dans ce département, comme j'étais nouveau, personne ne me connaissait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion? Jérémy qui connaît. Personne ne me connaissait et mon dossier, reculait. Et je pense que j'ai quitté avant d'avoir les promotions la boîte, mais je pense que j'aurais été terminé avant-dernier, tu vois. D'accord. Et c'est là que je me dis, ouais, c'est injuste. De base, c'est moi qui ai le plus performé et je me retrouve limite dans les derniers. Et c'est là que tu te rends compte. Et je redis la phrase, c'est une phrase qui est tellement importante dans vos activités, c'est la réussite, c'est pas uniquement ce que tu connais. Et moi, c'était mon erreur du départ. C'est aussi qui tu connais et qui te connaît. Et c'est pour ça que parfois, tu as des gens qui sont moins bons et qui vont passer devant parce qu'ils connaissent plus de gens et les gens qui connaissent les apprécient et donc vont les aider, mais ils sont un peu moins bons que des gens qui sont meilleurs mais qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça que parfois on retrouve dans les extrêmes des gens qui sont totalement incompétents parce que ils ont un ami dans la boîte qui les a fait exploser et d'autres qui étaient moins bons et pas Le connus. fameux Voilà. piston, Mais oui. je pense que, tu sais, je pense même que le PDG d'Apple, comment il s'appelle, Tim Cook, je pense que c'est ça qui s'est passé, tu vois. Le gars, il est aujourd'hui CEO de Apple, mais quand Steve Jobs est décédé, il a fallu trouver un remplaçant. Bon, on va prendre quelqu'un qu'on connaît dans la boîte, qui est super connecté dans la boîte. On va pas prendre le gars qui est isolé, même s'il est super bon. Ouais, il était, enfin, si mes souvenirs sont, sont bons, c'était le CFO, le Chief Financial Officer, l'équivalent du DAF de Apple, si je Mm. Mais il faut, partout, qu'on soit employé dans une boîte, il faut être connecté, qu'on soit entrepreneur, il faut être connecté. Et au plus on est connecté, au plus on a un réseau, au plus tout va vite, hein, tout s'accélère. Il faut tisser sa toile d'araignée, comme on dit. Et pour une personne, tu vois, qui démarrait dans le réseau, tu vois, qui nous écoute aujourd'hui, elle se dit: «OK, mais le réseau, c'est trop bien, c'est important, je comprends le bénéfice, je vois tout ce qui est possible». Déjà, pour moi, c'est simple, c'est le réseau, c'est quelque chose qui est non négociable quand tu es entrepreneur et même en tant qu'être humain. Tu vois, je vais te donner un exemple. Quand je fais des, hem, des des visas et cetera, quand je dois aller à Bali, je connais une agence et l'agence me permet, enfin, en quelques instants, c'est beaucoup plus rapide. Je fais ça par SMS à la place d'aller sur les sites, de remplir les machins, les trucs, les bidules. Lui, il s'occupe de tout pour que je gère ça. Mm. Et c'est quelque chose qui est extrêmement facilité. Donc c'est pas uniquement dans le business, c'est aussi pour le reste de sa vie, tu vois? Et qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à une personne qui doutait peut-être, qui avait peut-être pas encore entendu parler du réseautage avant, par quoi est-ce que tu lui conseillerais de commencer? Ouais, en effet, il y a des gens qui ne savent pas à quoi ça sert. Je pense même beaucoup. Déjà, la première question que je pose aux gens, c'est regardez toutes les réussites que vous avez autour de vous, mais vraiment les grandes réussites, et réfléchissez, est-ce que tous ces gens-là, analysez, est-ce qu'ils ont un carnet relationnel ou pas? Il y a zéro personne à grande réussite qui a un carnet relationnel. Tu prends dans la politique Barack Obama, s'il a réussi à être président des États-Unis, c'est parce qu'il a un réseau. Il a des gens influents dans chacun des États qui ont influencé, qui vont faire en sorte que les gens votent pour lui. C'est une histoire de réseau. Tu prends la famille Arnaud, hein, la famille la plus fortunée au monde. Si tu regardes, c'est un carnet relationnel de dingue qu'ils ont. Et donc, tous les gens qui vont plus vite dans la vie, qui accélèrent et qui créent de la croissance, ils ont tous un carnet relationnel. Après, ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de réseauter parce qu'ils pensent qu'on voit directement cercle d'affaires, opportunisme, on se fait snober, on se fait rejeter. Le premier conseil, c'est que le rejet,
Moi, je t'ai dit, le magazine Force m'a surnommé l'entrepreneur aux 5000 rejets. Le rejet, en fait, ça fait partie du jeu. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas réseauter parce qu'ils vont devoir se confronter en rejet. Mais de nouveau, quand tu regardes les plus grands, tu prends Leonardo DiCaprio, avant d'avoir son premier film et cette fameuse poignée de main qui a changé sa vie, mais il a eu des dizaines et des dizaines de rejets dans tous les domaines. Pense à Euh, Stallone aussi avec Rocky. À la base, on lui disait non, non, c'est non, ça. non, non, parce qu'il Ouais, voulait être acteur dans son film. On lui disait non, c'est ouais, pas possible, t'as un accent, tu parles bizarre, t'as la bouche qui est comme ça. ouais, Et ouais. finalement, voilà, il y en a combien des Rocky maintenant? C'est ça. Et tout le monde va avoir des rejets. Et en fait, ça fait partie du jeu. Et moi aussi, mes Donc, faut premiers être OK rencontres. avec les rejets. La première chose, c'est être OK avec les rejets. Ouais, et moi, au début, dans chaque projet, et encore même aujourd'hui, mais encore plus au début, j'avais des rejets. Et en fait, j'ai compris le rejet. Il y a 10 000 raisons pour lesquelles on est rejeté. Et une des principales, c'est pas parce qu'on n'est pas bon personnellement, c'est parce qu'on ne nous connaît pas. Moi, au début, quand je parlais aux gens, on me dit, mais c'est qui lui? Et donc, les gens ne sont pas forcément intéressés. Mais après, il faut savoir aussi, je dis toujours, il y a la loi de Pareto, c'est que 20% des causes amènent à 80% des résultats. Ben, moi, j'étais prêt à avoir 8 rejets, peut-être faire une rencontre qui va me faire avancer. Ça s'est toujours passé comme ça dans ma vie. Et c'est ce que je dis aux gens, c'est que si vous faites rejeter, ne le prenez pas personnellement. Il y a plein de projets dans le monde qui sont abandonnés juste à cause de ça. Ils sont peut-être à deux doigts, en fait. Il suffit d'une rencontre. Maintenant, il faut toujours aussi se rechallenger. C'est important aussi des gens, quand on se fait rejeter, de demander pourquoi on est rejeté. Parce que parfois, on appelle ça du Lean Six Sigma. Derrière, c'est que quand on écoute les gens, il faut toujours écouter bien sûr les bonnes personnes, mais qu'on trouve le raisonnement juste, on va dire, tiens, c'est pas bête ce que la personne a dit, je vais peut-être m'améliorer là-dessus. Je vais donner un exemple dans le rejet. Quand j'ai participé à un concours d'entrepreneurs, je devais avoir des votes. Et donc, j'allais voir les gens avec mon produit. Et en fait, comme je voyais les autres candidats qui avaient des votes très, très rapidement et que moi, c'était un peu au ralenti à ce moment-là, j'étais en mode stress et je parlais très, très vite. Quand on parle très, très vite à quelqu'un, les personnes ne votaient pas parce que ça les stressait elles-mêmes. Et juste en améliorant ça et en changeant le débit de parole et en ralentissant le débit de parole, les gens, j'étais la même personne, les gens votaient. J'avais le même produit, la même personne, mais juste le changement de voix. C'est ça, et c'est pour ça que la synergologie, c'est important. Je te donne un autre exemple et que j'ai vécu aussi, et ça m'a finalement tout m'apprend. Parce que pour dépasser ma timidité, à un moment, je sortais beaucoup en boîte, vraiment pour voir des gens. Mais tu sais, à l'entrée d'une discothèque, tu as des sorteurs. Les Oui. sorteurs, ils vont savoir déjà dire oui ou non si tu peux rentrer ou pas avant que tu ouvres ta bouche et que tu demandes. Parce que dans la synergologie, si tu as quelqu'un qui hésite ou qui ne donne pas confiance, juste dans ton body language, donc dans ta façon d'être, indépendamment de parler, tu vas ne pas pouvoir rentrer. Par contre, tu arrives quelqu'un, tu as l'impression qu'en fait, c'est un habitué qui est à l'intérieur parce qu'il regarde dans les yeux, parce que quand il va voir le sorteur, à la limite, il va lui serrer la main, le truc pas normal, le sorteur va plus facilement dire oui. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que le rejet, il est indépendant parfois de la personne. Et ça, il faut le savoir. Et après, il y a d'autres moyens. Il y a aussi du rejet par email. Il y a des gens, ils n'ont pas de réponse à leur email, donc ils pensent que la personne à côté, il n'est pas Hmm. intéressée, alors que peut-être que la personne a lu l'email, mais bam, à ce moment-là, coup de téléphone, elle est partie sur une autre urgence. Cette urgence lui a pris toute la journée. Le lendemain, elle a oublié de répondre à l'email. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire des relances. Moi, je travaille avec quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est Christian Diger. Il a dit en fait, la réussite, c'est insister, c'est exister. Et c'est vraiment ça. Tant que tu n'as pas un nom, il faut insister, alors pas lourdement non plus, mais il faut savoir relancer s'il n'y a pas de réponse, parce qu'il y a 10 000, et moi ça m'arrive aussi, hein, tu sais, parfois tu es dans la voiture, bam, le feu rouge, tu regardes vite au feu rouge, tu as reçu un DM sur Instagram, après, le feu rouge, ça devient vert, tu remets ton téléphone on n'utilise pas le téléphone en roulant, donc tu peux pas commencer à répondre en roulant. Donc du coup, je me dis, je vais répondre quand je suis chez moi, sauf que quand je suis chez moi, j'ai autre chose à faire et donc j'ai oublié. Et le truc, c'est pas genre, il n'y a pas un warning sur le DM. Attention, tu vois, les DM, il n'y a pas genre. Et donc, tu vois, c'est des trucs où tu étais prêt à répondre, mais on répond pas dans la voiture, donc j'attends chez moi. Et chez moi, j'ai oublié. J'ai oublié parce que t'es tellement monopolisé, ton cerveau est tellement monopolisé par plein de choses différentes que ces trucs qui sont pas non plus les plus urgents, à la fin, ça s'oublie. C'est pour ça que si la personne, elle relance, je vais répondre à la relance. Ouais. Tu vois, c'est Et souvent, le c'est ça. rejet. Le Et re- c'est le sens qu'on donne au rejet, en fait. Mm. C'est le rejet, c'est une chose, mais en fait, c'est toutes les histoires que les personnes vont se raconter autour du rejet. Moi, j'ai un dicton dans mes formations, c'est un non est un oui en formation. Ouais, 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 ouais. Et je leur dis, lâchez pas l'affaire jusqu'à temps que vous ayez relancé la personne au moins 7 fois, tu vois. Ouais, c'est en étant bien sûr
en relançant intelligemment, pas lourdement. Ouais, pas en étant un bourrin, Ouais, et qui dit: c'est «Ah, ça. tu m'as toujours pas répondu, OK, Ouais, c'est un c'est ça. manque de machin». Ça, faut pas faire, ça, faut pas Ouais, faire, voilà. faut pas faire. Ouais. C'est, vraiment faire ça dans la subtilité, prendre des nouvelles de la personne. Tu vois, j'ai des personnes, que je contactais, elles ont pris du temps pour me répondre, mais en fait, je leur demandais premièrement comment est-ce qu'ils vont, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui leur est arrivé et ça a pas manqué. J'avais une des, personnes que j'accompagnais qui a eu des problèmes médicaux et qui s'est retrouvée aux urgences, tu vois? Et donc, tu sais jamais, en fait, ce qui se passe dans la vie des gens et quand, par défaut, en fait, l'être humain va se dire: «Ah bah oui, en fait, c'est contre moi, il m'aime pas, patati». On anticipe le rejet. Mmh. En fait, on crée tout un monde Mmh. qui fait: «Ah oui, c'est pour ci, c'est pour ça» et alors qu'en fait, non, la personne, juste, en fait, c'est s'autoriser à aller, allez, un petit coup en plus pour recontacter la personne, tu vois? Ouais, mais tu vois, ce que tu dis, c'est, je vois plein de gens comme ça, c'est vrai, qui c'est des présuppositions. Moi, je C'est sais, ça, j'ai ouais, c'est les accompagné des gens, ils présuppositions. disent, «Non, j'y vais pas parce que je pense que je vais le déranger». Je fais: «Mais qu'est-ce que tu sais que tu vas la déranger ou pas?» Bon, souvent, c'est des gens qui sont très sollicités, mais tu sais rien. Vas-y, dans tous les cas, si tu déranges, bah, tu déranges. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu es dérangé? Mais dans le meilleur des cas, tu vas avoir un oui et là, dans ce cas-là, en plus, la personne, finalement, ça s'est bien passé. Donc, après, de nouveau, quand on dérange poliment. C'est pas, comme tu dis, comme un bourrin. Mais Non, en ouais, fait, à partir du moment, je vais vous dire aussi, le plus important dans la vie, c'est avoir une bonne intention. Même quand on ouais, démarre un projet, même si on a parfois l'idée d'être un imposteur, si l'intention est là, qu'on voit, et c'est relié à des choses plus profondes, le why, pourquoi on fait ce projet-là, si l'intention est là, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Les gens vont commencer à écouter parce qu'on sent que la personne elle a une bonne intention. Et donc, jamais avoir des présuppositions. Et puis, il y a un autre point aussi qui me touche, c'est les gens qui disent, qui stressent parce qu'ils disent: «Oui, j'ai un rendez-vous», ils réussissent à avoir un rendez-vous en networking et en fait, ils ont l'impression que c'est le rendez-vous de leur vie et que s'ils forcent ce rendez-vous, leur projet, il est foutu. Ça, ne vous mettez jamais dans cette spirale-là parce qu'on peut arriver de 1000 manières différentes à atteindre son objectif et son projet. C'est pas votre vie, elle n'est pas dépendante d'une personne. Donc, il y a des gens, ils se mettent tellement de pression en disant: «C'est la rencontre de ma vie que je vais avoir dans 3 ou 4 jours», qu'en fait, ils se mettent tellement de stress que ça va foirer. Comme tu dis, ça va foirer parce qu'ils sont stressés, comme s'ils jouaient leur vie et quand tu joues ta vie, tu vas devenir trop demandeur et quand les gens sentent que tu es trop demandeur, il n'y a rien qui va se passer. Et j'avais cette discussion, j'avais donné une conférence pour un gros fonds d'investissement. Il y avait comme autre conférencier aussi Frédéric Mazzella. Ben, on a parlé de ça. Et Frédéric Mazzella, il a utilisé une image qui est géniale, c'est l'image d'un mur. Tu sais, un mur, les gens veulent aller taper sur les fondations les plus fortes du mur pour le franchir. Donc, c'est le genre, si je fais un parallèle, c'est genre la rencontre la plus importante et il ne faut pas la louper. Bah, souvent, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas rater cette rencontre-là, mais dans un mur, il y a des fissures. Et tu peux rentrer passer le mur à travers d'autres fissures et c'est d'autres rencontres. Et moi, ça s'est passé comme ça. Quand tu contactes quelqu'un qui est trop sollicité, au début, c'est non. Mais après, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un d'autre et ça va bien se passer avec ce quelqu'un d'autre. Et au final, ce quelqu'un d'autre, ça va aller sur quelqu'un d'autre et puis ça va revenir chez la personne de départ, mais via un autre canal. Et la personne de départ, comme ça vient de quelqu'un qu'elle connaît très très bien et dont elle a confiance et ses principes de recommandation, elle va dire oui. Et moi, ça m'est arrivé aujourd'hui, des gens qui me disaient non au départ, il y a 10 ans, aujourd'hui, ils me courent derrière moi. Donc, c'est ça qui est drôle, tu vois. Tu inverses des tendances. Donc, tu vois, un non, comme tu dis, n'est jamais un non définitif. Un non d'il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est les gens qui courent derrière moi. Parce qu'entre-temps, bah, ils ont aussi vu qu'il y a plus de maturité dans le projet, que ça marche bien. Et donc, voilà, en fonction de la maturité et aussi de voir ton exposition, au plus il faut se montrer, au plus ben, tu as des opportunités, bah, au plus un non de départ peut se transformer en oui avec le temps aussi. Et c'est ça souvent passé comme ça aussi avec moi. Ouais, ça et ça, je le conçois complètement, en fait. C'est ce qui se passe. Tu as toute une évolution aussi de qui tu es, de ce que tu fais et les personnes vont tu sais, il faut que les personnes, avant qu'elles changent d'avis, enfin, en gros, qu'elles te prennent en considération, elles doivent te voir au minimum 7 fois. Mm, C'est pour ça que les publicités à la télévision, elles te disent toujours la même chose. mm. Grosso modo, quand tu regardes un programme de télévision, tu as toujours la même publicité aux coupures pub. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça s'imprègne dans la tête des gens. Donc aujourd'hui, OK, ils ne te connaissent pas, mais par contre, en fait, c'est la répétition qui va faire que ça fonctionne. Ah, c'est ça. Et c'est vrai que moi, dans des événements, il y a des gens, par exemple, Paris Hilton, je l'ai vu 7 fois. Et c'est vrai que chaque fois, à la fin, quand on se voit, ben, tu sais, à la fin, la dernière fois, on a échangé de numéro de téléphone. Et en fait, c'est parce qu'elle avait déjà vu mon visage plusieurs fois. Et donc, c'est vrai, on se dit, tiens, si lui, il est tout le temps dans des trucs comme ça, c'est indépendamment, c'est pas mon parcours de base, mais elle se dit, s'il est là, c'est que c'est quelqu'un qui doit être important s'il Ouais, est là. parce Et que c'est pas qu'une ça crée fois, le c'est plusieurs contexte. fois. Ouais, Le c'est ça, le contexte est extrêmement contexte. important et du coup, Ouais, tu es associé avec ça, donc ouais, c'est ça. ça ouvre des portes de manière beaucoup plus fluide et naturelle, donc Ah ça, ouais.
C'est quand même une bonne chose. On s'apprivoise, hein, c'est comme Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est intéressant de le regarder parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans Le Petit Prince par rapport au networking. Et c'est ça, il faut s'apprivoiser. C'est comme le regard Le Petit Prince. Ouais. Bah, et c'est ce que je dis, le problème des gens, beaucoup de gens font, et même des gens très haut placés dans le networking, c'est ils connectent directement en voulant faire du business. Et que ce soit en présentiel ou sur LinkedIn. Moi, il y a des Erreur énorme. LinkedIn, c'est incroyable. Tous les gens, dans leur premier message, ils parlent que d'eux-mêmes et ils veulent organiser un Zoom avec moi alors qu'on n'a même pas encore connecté. Et en fait, l'erreur des gens, et là, on est dans l'opportunisme. C'est je veux essayer de te vendre mes produits et mes services, tu ne sais même pas si ça m'intéresse. Il est là que pour lui et pas pour moi. Et en fait, le networking, c'est d'abord connecter. Et puis ça connecte bien et qu'on voit qu'il y a des choses à faire, bah, automatiquement et naturellement, il y a des choses qui vont se faire. Et là, c'est on fait le business. Mais les gens, ils veulent trop faire trop tôt du business. Moi, dans des événements de networking, je ne parle jamais de moi. Parce que je suis là pour déjà par curiosité, pour rencontrer des gens, parce qu'on apprend de chaque personne. Donc moi, de base, c'était pour ça que je faisais du networking, pour apprendre. Et c'est comme ça que j'ai appris des meilleurs. Moi, quand j'ai rencontré des gens comme Brad Pitt, je leur demandais à tous ces gens, mais comment tu as fait pour être là où les autres ne le sont pas? Et donc, c'est comme si j'avais du mentoring en continu des gens les plus influents de la planète. Et c'est pour ça que moi-même, grâce à tous leurs conseils, bah, j'ai bien réussi. Et tu vois, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Bah, moi, comme j'ai côtoyé que des gens qui, dans tous les domaines, qui avaient des grandes réussites, bah, ça m'a permis d'intégrer tout ça dans mon business de manière gratuite. Tu vois, il y a des gens qui pourraient payer du mentoring dans des dizaines de milliers d'euros. Moi, grâce au networking, tout ça, c'est ça aussi la magie networking. C'est que les conseils, quand les gens ils ont envie de nous aider, ben ça, ils ne vont pas commencer à te demander d'être payé parce que tu es en phase 2 et ils sentent de nouveau l'intention d'apprendre. Ils se sentent un peu comme quelqu'un qui a envie de te faire avancer parce que toi-même, tu montres que tu as envie d'avancer. Et donc, je me suis perdu sur ça. Je ne sais plus ce que je disais juste avant, mais oui, c'est ça, connecter. Donc, le petit prince, connecter avant de faire du business et pas faire du business avant de connecter. Et ça, les trois quarts des gens font cette erreur de vouloir trop vite faire du business. Ils parlent de leurs produits, de leurs services. Et moi, j'étais avec un patron milliardaire. Il a dit dans un cercle d'affaires, il fait, mais moi, ça me saoule. Chaque fois que quelqu'un va me parler, c'est pour parler de ses produits financiers, ses produits IT. Mais si moi, ma boîte, elle fait des milliards, c'est que j'ai déjà les meilleurs. Et donc, eux, ça saoule ce genre de discussion. Par contre, si tu vas connecter et qu'après, il y a un feeling qui passe, ça va être beaucoup plus Ouais, et facile de puis en faire plus, du en business. 2023, c'est tellement plus simple. Enfin, quand tu prépares tes conférences, enfin, tes événements de networking, avec Instagram, avec les réseaux sociaux, les gens, ils vont exposer leur vie. Donc, tu sais ce qui va être important pour eux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, une des manières dont je connecte, tu vois, j'ai la même approche que toi quand je suis en networking. Je parle rarement de moi, tu vois, je parle de la personne. En fait, je m'intéresse à ce qui se passe dans la vie de la personne. Et une expression que j'ai apprise quand je vivais en Angleterre, c'est il faut pas essayer de closer en networking, il faut venir ouvrir des relations. Ouais, c'est ça. Mais Et c'est tu sais, vraiment ça qui fait la différence, hein. tu sais, Gaël, si je suis sur ton podcast, c'est exactement ça qui s'est passé. Si tu étais venu me contacter sur LinkedIn, Jérémy, je veux t'inviter sur mon podcast et je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève et que je sens que tu le fais juste pour toi, mais je t'aurais même pas répondu. Là, c'est parce qu'on a appris à se connaître, on s'est rencontrés sur des événements. Je me dis, tiens, Gaël, c'est un mec qui est cool, c'est un gars qui fait des choses, qui a envie d'avancer. Et au final, on a sympathisé. Je me suis dit, allez, vas-y, je n'ai même pas réfléchi, j'ai fait vas-y. Et c'est pareil, tu sais, je vais donner un autre exemple, c'est des entrepreneurs belges. Moi, je suis ambassadeur dans un cercle, le plus grand cercle d'affaires en Belgique. Et on était sur un événement qui était génial, qui était un événement où c'était conférence. Je faisais une conférence là-bas et c'était après wakeboard et tout ça. Donc, c'était au bord d'un lac, c'était génial. Et cette journée-là, il n'y avait pas de business. On a juste fait du wakeboard avec d'autres gens que je ne connaissais pas. On est devenu ça super sympathisé. Je les ai trouvés cool. Et à un moment, ils m'ont parlé de leur projet. Et comme je les connaissais, 2 mois après, ils m'ont demandé si on pouvait faire un petit Zoom pour un peu analyser leur business model. J'ai dit, allez, on y va parce que je les aimais bien, parce que parce que je les connaissais. C'est un Mais feeling s'ils qui s'est étaient venus installé. chez moi comme ça en me demandant, vas-y, fais-moi un truc de consulting et que je ne les connais pas, mais je dis, allez vous faire voir. J'ai trop de demandes dans tous les sens. Mais après, quand tu aimes bien les gens, tu as envie de plus les aider. Et il faut connecter dans ce sens-là. Bah, j'ai donné 2 exemples avec toi et ces 2 jeunes qui avaient une Ouais. application, voilà, une application et qui voulaient un peu avoir un feedback de ma part. Pas de demande en mariage au premier rendez-vous. Oui, mais c'est ça, hein, c'est C'est ça. ça. En fait, quand tu compares, c'est ça, dans la séduction, tu vas pas, que tu sois un homme ou une femme, le premier rendez-vous, en général, bon, bah, sauf si ça connecte vraiment bien, tu t'embrasses pas trop, enfin, tu vois, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, se connaître, c'est important. Et c'est quand on se connaît qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent bien que
que après on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose, on est complémentaires, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Et il y a un truc aussi dans le networking très important, travailler qu'avec des gens qui ont les mêmes valeurs profondes que vous. Parce que c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de boîtes. Le networking, c'est aussi parfois trouver des associés qui font faillite parce que les associés, quand le projet commence à bien fonctionner, les valeurs sont tellement différentes que ça va mal se passer et donc la boîte fait faillite et en plus ça termine au tribunal. Donc parfois, vous allez être sollicité par des gens qui pourraient dans un projet vous donner peut-être beaucoup d'argent, mais c'est des pires espèces. Et derrière, vous avez l'argent, mais vous allez avoir tous les problèmes derrière parce que les valeurs sont… Et donc, ceux qui arrivent à dire non à ça, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Mais croyez-moi que vous allez avoir un business qui va perdurer très longtemps parce que vous entourez des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est des gens qui sont complètement différents de vous, complémentaires, mais c'est des valeurs profondes qui sont les mêmes parce que sinon, ça ne tient pas sur du long terme. Et ça, c'est aussi très important de savoir s'entourer de cette manière-là. Ça, c'est partout dans la vie, ouais. C'est exactement ça. Ouais. C'est d'avoir les valeurs au-delà de l'argent et de réussir à dépasser ça. Ah ouais, mais tu sais que moi, j'ai refusé des projets à 1 million d'euros parce que la personne derrière, on n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Et Si j'ai ça très connecte bien pas, c'est fait. clair. Et je refuse des clients aussi. Si je vois que le client, c'est pas dans mes valeurs, je vais perdre un client, enfin ne pas en avoir un, mais ça va m'éviter d'avoir aussi pas mal de soucis par la La suite. Tu vois. charge mentale, la charge C'est émotionnelle, exactement ça. etc. Donc, etc. Ouais, ça, je et suis donc complètement après, d'accord si avec toi. quelqu'un te pompe ton énergie, mais vas-y, tu as moins d'énergie pour tous les autres. C'est clair. Et donc, tu es dans une spirale. Donc, l'entourage est très important. Faites attention vraiment, que ce soit dans le privé, dans le professionnel, de qui vous entourez. Ah, mais c'est vital pour n'importe quel changement d'avoir justement un entourage qui soit porteur par rapport à pour soi. Hem, Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'aujourd'hui, tu es où tu es, alors qu'il y en a d'autres, voilà, qui font, des choses similaires? Qu'est-ce qui fait, que Jérémy Van Bosch est différent de tous les autres qui font du réseautage et quel est, en fin de compte, ton différenciateur inné? Ouais, c'est une bonne question. Et en effet, Fucking good question, et man! en effet, déjà, tu vois, qu'est-ce qui me rend différent? Je dis dans chaque business, en effet, il y a des milliers d'entrepreneurs, enfin des millions d'entrepreneurs, des millions de coachs, des millions de gens dans l'immobilier, des millions d'acteurs. Enfin, et voilà, il y en a qui se démarquent. Et moi, comment je me suis démarqué, c'est que j'ai créé mon histoire. J'ai créé mon histoire. Et en fait, comment on crée son histoire, c'est en testant beaucoup de choses. Tu sais, quand le magazine Forbes dit l'entrepreneur en 5000 rejets, et ça, c'est différenciateur. Il n'y a pas tellement de gens qui ont fait ça. Mais j'ai provoqué ça. J'ai provoqué mon histoire. Et comment je vais t'expliquer l'histoire du 5000 rejets, c'est que je participais à un concours d'entrepreneurs. Ça aussi, dans le réseautage, participer à des concours, dans tous les cas, ça va être bénéfique. C'est comme dans la musique. Il y a des gens qui ont explosé dans leur carrière grâce à The Voice, l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui ont explosé suite au passage dans un concours d'une émission comme Qui veut de mon associé, ça a explosé. Même les membres du jury, Anthony Bourbon, c'est grâce à l'émission qu'il a explosé derrière. Et donc, faites des concours. Et moi, j'ai fait un concours d'entrepreneur parce que je sais que c'est important. Et le principe du concours, c'est que tu as ton produit. À ce moment-là, j'avais créé en parallèle une entreprise avec un produit. Et, euh, Tu et vendais donc, quoi? il C'est fallait… quoi ce produit? Alors, le produit, comment j'ai créé mon entreprise, si tu veux, on peut aller là-dessus. C'est que déjà, les gens, quand vous vous plaignez d'un truc dans le monde, vous vous plaignez, dites ouais, pourquoi c'est comme ça? C'est qu'il y a un business à créer derrière. Et ben moi, c'est comme ça que j'ai créé un business. C'est que j'étais à une soirée, c'était une soirée au Festival de Cannes avec le retour d'un grand designer qui habillait toutes les stars et tout ça. Et c'était une soirée à 2 millions d'euros. Donc et en fait, du coup, il y avait le champagne qui coulait à flot et le champagne, il le servait avec des fontaines d'artifice. Tu sais, les petites fontaines d'artifice que tu mets sur les gâteaux, tu sais aussi Ouais, les fixer sur les bouteilles. les trucs qui font des Et, étincelles. ouais, c'est ça, exactement ça. Et en fait, il y a une fontaine qui est tombée sur mon doigt. Et là, je me suis plaint, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça m'a brûlé, mais genre au 2e degré, ça m'a fait vraiment mal. Et là, Ah oui. je me dis, je suis en train de me plaindre, c'est qu'il y a un business à créer. Donc tu es en train de me dire, plus tu te plains et plus tu es entrepreneur, en fait. Ouais, c'est ça. Plus tu as le potentiel d'être entrepreneur, tu passes à l'action derrière. Souvent, c'est dans les moments, c'est pour ça qu'on dit que c'est dans les moments comment dire, les bons moments, les moments de crise qu'il y a le plus de choses à faire. Et ben là, je me suis plaint. Ben moi, j'ai toujours le mécanisme. Tiens, je me suis plaint. Ça veut dire qu'on peut améliorer les choses. Ça veut dire peut-être il y a un projet qui peut se créer. Donc, j'ai fait une analyse de business. Je me suis dit, tiens, en effet, ils utilisent des élastiques. Tu te dis, ces bouteilles sont vendues parfois des milliers d'euros. C'est comme si tu vas dans un restaurant étoilé et qu'on te sert avec un couteau, une fourchette en plastique. Ça ne le fait pas, ça reste un couteau, une fourchette. Ben là, pareil, ces bouteilles, ça doit être servi à quelque chose déjà qui permet de sécuriser les fontaines et qui est peut-être plus esthétique. Donc moi, je reviens chez moi à la maison, j'en parle j'étais jeune, je vivais encore chez mes parents. Donc j'en parle à mon père.
Mon père, chance pour moi, ça, j'ai pas dû aller trop réseauter, c'est un designer. Et donc, le lendemain, il a commencé à dessiner la pièce et après, on a créé la pièce. Ça a été quand même beaucoup, beaucoup de tests. Comme, tu sais, comme dans les films, on était dans la cave, on avait un four pour tu sais, la poterie. Ben, on était en train de faire fondre les pièces comme ça, enfin bref, pour avoir la forme. Et après, en fait, avec cette pièce-là, on s'est présenté à un concours national qui s'appelait Boost Your Business. Et donc, pourquoi on a participé, c'est que les gagnants avaient déjà gagné une somme d'argent, mais surtout, en fait, je n'en avais rien à foutre finalement la somme d'argent, c'est que les gagnants avaient leur logo sur le maillot de football de la plus grande équipe de football en Belgique. C'est comme si tu avais ton logo sur le PSG ou sur Marseille ou sur Lyon en France, tu vois. Attention à choisir les bonnes équipes là. Voilà, tu vois, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit les trois plus grosses. On peut dire aussi Lille, Lens, voilà. Et sinon, je vais me faire des ennemis. Et donc, moi, ça m'a chauffé. Ça m'a chauffé. Et pour le faire, donc, en fait, il y avait 1200 participants. Donc, c'était vraiment un gros truc sur tout le pays. Et le but, c'est d'avoir des votes. Et après, les trois premiers étaient départagés par un jury. Et donc, pour avoir des votes, comment ça se passe? Les gens devaient envoyer un texto, un SMS, et c'était des SMS gratuits. Et donc, il y avait un site internet, tous les candidats, et tu voyais leur compteur. Donc, si toi, tu m'envoyais un SMS, un texto, une seconde après, on voyait +1 sur le compteur. Et donc, moi, je me dis, allez, j'y vais à fond, je veux le gagner. Et je commence à envoyer sur mes réseaux sociaux, à mes amis, votez, votez. Ils me disaient, oui, oui, on a voté. Et en fait, je ne voyais pas le compteur augmenter. D'accord. Bande d'enfoirés, vous ne savez pas que moi, derrière, je vois si vous l'avez fait ou pas. Donc, du coup, ce que j'ai fait, et ça, j'ai utilisé ce que j'ai appris aux études, c'est que j'ai regardé, le concours durait 2 mois. Et j'ai regardé, toujours utiliser ce qu'on apprend dans le passé. Donc, mes études, ça m'a aidé. Je me suis dit, OK, après la première semaine, les votes chez les meilleurs sont en train d'évoluer comme ça. Et donc, j'ai fait une régression un peu, des projections. Et en fait, je me suis dit, OK, pour gagner sur les 5 semaines, il faut 10 000 votes, plus ou moins. Et là, je me suis dit, OK, les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qui fonctionne le plus. Je me suis dit, bon, on va aller sur le terrain. Et donc, moi, à ce moment-là, j'étais dans mes activités de consulting. Et le soir, 19h jusqu'à minuit, c'était au mois de mai, juin, donc il faisait beau. Je repérais une place sur Bruxelles où j'allais et j'allais voir. Je m'étais mis 500 personnes par soir. Donc, pendant 5 semaines, sans exception, sans un jour d'exception, j'allais voir 500 personnes. Donc, je montrais mon produit. Est-ce que vous voulez voter pour moi? Et c'était parti comme ça. Et au total, j'ai eu 10 000 votes, un peu plus de 10 000 votes, mais j'ai aussi 5 000 personnes qui m'ont rejeté sur ça. Wow. Et les gens m'ont dit, mais il y a des gens qui ont essayé de m'aider un jour. Ils m'ont dit, mais comment tu as fait ça pendant 5 semaines? Psychologiquement, tu ne peux pas t'imaginer, mais tu sais ce qui m'a poussé, c'est pour ça que je me suis différencié, c'est le why derrière. C'est le pourquoi derrière. Plein de gens ont arrêté après 2-3 jours. Moi, je me suis dit, je vis l'expérience à fond parce que je suis en train d'écrire mon histoire et ça va me servir pour le reste de ma vie. Et tu vois que ça m'a servi pour le reste de ma vie parce qu'après, quand tu as ça dans le magazine Force, je suis très, très content d'avoir pris 5 semaines. Et en plus, j'ai gagné le concours. J'ai gagné sur ma province. Non, je n'ai pas gagné. J'ai gagné sur ma province et j'ai terminé 2e sur les 1200. Donc, je n'ai même pas eu le logo. J'ai gagné 10 000 €, mais je n'ai pas eu le logo. Donc, j'étais dégoûté parce que c'était en plus un jury qui nous départageait. Et je n'ai pas trouvé ça en plus très, très juste. Donc, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu des échecs. Et moi, je l'ai pris comme un échec. Ça m'a saoulé d'être 2e, mais en même temps, ça m'a permis d'avoir de la pub, dans 10 000 € de pub. Et la pub, je l'ai mis intelligemment. J'ai utilisé nouveau le réseau en me disant, mais quels sont les partenaires que je pourrais utiliser par rapport à ce projet-là? C'était Goemio. Et Goemio, c'est un guide gastronomique. Et, ils sont super connectés. Donc, j'ai fait de la pub chez eux. Et donc, j'ai rencontré l'administrateur délégué qui adorait le projet. Et après, j'ai même eu un article en plus. Et une recommandation. Et le pouvoir des recommandations, c'est énorme. Tu imagines l'administrateur délégué de Goemio qui me recommande. Après, ça m'ouvre des portes. Et ce produit-là fait de nouveau le tour du monde. Nous, on a servi avec ce produit-là l'étape de Wiz Khalifa, je pense qu'il y a eu Johnny Depp, Paris Hilton, Pussycat Dolls. Et donc, on a eu aussi d'autres prix. Et en fait, c'est comme ça qu'on a un projet qui peut exploser dans le monde. Tu vois, et j'ai même failli être racheté par un très, très grand groupe. Mais bon, il ne m'avait pas proposé un bon prix, donc j'ai refusé. Mais tu vois comment ça va. Et pour te dire que pour se différencier, il faut en fait. Et comment est-ce que tu te différencies toi dans tes différentes activités? Ouais, c'est en fait se créer son histoire personnelle et on appelle ça après du storytelling. Un autre cas, moi dans mes conférences, j'explique aussi, je suis devenu champion de Belgique en sauvetage. Je fais beaucoup de natation et j'étais sauveteur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour réussir dans la vie, il faut s'entraîner, il faut bosser. Et donc, moi, j'étais prêt, mais c'est des années d'entraînement où tu t'entraînes, c'est des sacrifices. Je suis prêt pour les championnats de Belgique. Sauf que 2 semaines avant,
J'ai dû aller chez le médecin me dit, tu as une ostéochondrite, décollement du cartilage du genou, on va te mettre 2 vis à vie dans le genou et tu ne peux plus marcher pendant 3 mois. Et donc, tu te rends compte en une seconde que tous tes efforts pendant les années sont… le plan, il Ouais, fonctionne ça plus. aurait dû à néant, là. Ouais, et en fait, c'est là où on devient différenciateur. Je te dis, hein, et tous les gens que j'ai réussi, que j'ai côtoyés à haut niveau, c'est pareil. En fait, tu sais, c'est comme si la vie te testait pour voir à quel point tu veux y arriver. Ouais. Et donc, moi, je me suis senti testé par la vie et en fait, j'avais encore les points de suture que j'étais déjà en train de me réentraîner. Et je me suis réentraîné encore plus. Et pour t'expliquer, ça, c'est l'environnement. C'est qu'à ce moment-là, je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine parce que de nouveau, j'étais jeune, c'est mes parents qui me conduisaient. Et mes parents, ils ont d'autres choses à faire aussi. Donc, moi, je me suis créé ma chance. 2 ans après, donc les championnats, c'était tous les 2 ans. Enfin, j'avais une chance tous les 2 ans, on va dire. 2 mois avant, c'était les vacances de Pâques. Et je me suis dit, on va aller s'entraîner dans une autre piscine en plus. Et donc, j'étais dans les couloirs, tu vois, genre les couloirs grand public où tu as des gens qui sautent, qui font des bombes et tout ça. Et en fait, à côté de ces couloirs-là, il y avait un club qui s'entraînait. Et je pense que l'entraîneuse, elle a eu pitié de moi. Elle s'est dit, mais lui, il sait nager, c'est horrible qu'il soit là. Et donc, elle m'a dit, viens, pendant les vacances, tu peux rejoindre le club. Donc, déjà, tu vois, c'est de nouveau créer la rencontre de sa vie. Mais Donc, elle tout m'a est donné, elle m'a dit, quand viens t'entraîner ça avec va se nous. créer. Et ces entraînements, c'était 4 heures par jour. J'étais avec les meilleurs de Belgique. Donc, en fait, tu vois, je me suis créé ma chance en allant dans un environnement qui m'a fait une rencontre. Et donc, je me suis entraîné pendant 4 heures par jour pendant ces 2 semaines-là. Un mois après, j'ai explosé tous mes temps et je suis devenu champion de Belgique. Excellent. Et tu vois, c'est des histoires qui me différencient de pas mal de gens parce que déjà, les gens, et c'est visible, tu vois, je peux montrer ma médaille parce que beaucoup de gens aussi, il faut faire attention, ils racontent des fausses histoires. Moi, tout ce que je raconte, quand je disais que j'étais quelqu'un de timide, qu'aujourd'hui je suis à l'aise avec Brad Pitt, Angelina Jolie, j'ai la photo avec Brad Pitt, Angelina Jolie. Je peux tout montrer et c'est important et c'est ça qui fait que dans un business, tu vas te différencier parce que tu as ton histoire personnelle. Et on appelle ça finalement branding personnel et il faut se la créer. Après, moi, je dis toujours, tu es coach, mais OK, mais pourquoi je vais aller chez toi? Et raconte-moi une histoire qui fait que j'ai envie d'aller chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Moi, quand je raconte mes histoires de garçon timide jusqu'à avoir été dans la Villa DiCaprio, ça va intriguer. Ça va intriguer et c'est ça qui te différencie parce que tu as des histoires que tu as vécues qui sont assez impactantes et que les autres n'ont pas vécues. Ouais, je suis bien heureux que tu partages ça sur, son histoire, son storytelling. Ça fait partie vraiment des points sur lesquels, tu vois, je vais insister avec les personnes, que je suis amené à accompagner parce que c'est pourquoi toi et pas un autre? Et en fait c'est un des aspects, c'est pas le seul, mais c'est un des points que j'aborde qui est tellement vital, tu vois? C'est pour que la personne puisse venir raisonner avec toi. Mm, Et ça, c'est le jour et la nuit parce que dans la réalité, les personnes, voilà, vont vous acheter vous et pour toi, en l'occurrence, tu fais quand même un business où en gros c'est ton image que tu es amené à vendre. Les mm, poignées de main, c'est toi qui vas les serrer, c'est pas un mm, autre. mm. Que c'est Ouais. tellement important, surtout si tu as un business où c'est toi qui est, l'image de l'entreprise, de venir avoir ce storytelling, donc cette histoire, cette légende Mais personnelle. tu sais, moi, je suis investisseur aussi. Donc, j'étais dans des D'accord? pitchs, j'ai même analysé des pitchs à la télé et j'ai investi dans des boîtes. Et c'est vrai, je te le dis que moi, j'ai déjà fait, je te dis, j'ai investi dans des projets. Il y a un projet où j'ai investi vraiment dans le business model, mais les personnes, en fait, c'était derrière par la bonne mentalité, ça a fait faillite. Et puis, il y a un autre projet qui était complètement mis, la probabilité de réussir était très, très faible. Mais la personne derrière, elle avait une histoire tellement forte et tu sais que en fait, la personne, tu pouvais miser sur la personne. J'ai misé plus sur la personne que le projet et là, le projet fonctionne bien. Et c'est pour ça que les meilleurs investisseurs investissent sur le projet en lui-même, mais aussi sur l'histoire de la personne derrière. Comment elle est, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher, qui va aller jusqu'au bout des choses? Et donc, c'est important quand quelqu'un achète vos produits, vos services, ils vont aussi pas miser que sur le projet, mais sur votre personne. Moi, il y a des gens, ils ont acheté en masterclass juste parce qu'ils ont bien aimé ma personne, ils ont bien aimé mes valeurs, mais ils ne savaient pas derrière ce qu'il y avait vraiment techniquement dans les formations, mais ils l'ont acheté juste pour ça. Et c'est vrai qu'on a acheté aussi pour sa personne. C'est comme un politicien. Il y a des gens, ils votent pour le politicien plus pour sa personne que son programme derrière. Hein. Ouais. Il faut le savoir. Hein. Ouais, on l'aime bien et souvent, au plus, ça aussi, c'est marrant, c'est au plus tu passes à la télé, au plus on va voter pour toi, alors que les gens, ils votent finalement pas derrière pour le projet. On se dit, ah ok, lui, je le connais, je vais voter pour lui, lui, je le connais pas. Donc, tu vois, on revient de nouveau sur ce que tu connais, qui te connaît. C'est pour ça que les politiciens sont tout le temps à la télé. Parce qu'au plus on les voit, et tu dis, hein, ça rejoint ton message, au plus on vous voit, le système des 7 fois, au plus on va peut-être voter pour vous, parce qu'on vous connaît, un inconnu, on ne connaît pas les inconnus, on ne va
pas voter pour eux parce qu'on ne les connaît pas. Et donc, tu vois, c'est important de savoir que quand vous faites des choses, bah, le personal branding, votre histoire personnelle, c'est ça qui va vous différencier. Oprah Winfrey, c'est exactement ça aussi. Quand tu regardes son histoire, son passé, ça a beaucoup de gens. Elle a eu une vie très, très dure dans sa jeunesse, mais aujourd'hui, c'est la femme la plus influente au monde. C'est parce qu'elle a fait des choses que les autres n'ont pas fait. Donc, et c'est fou parce que sur Instagram, j'ai mis une vidéo aussi parce que j'ai une émission radio et l'invité, il a dit il faut être différent. Le problème des gens, c'est qu'ils ont peur d'être différents. Parce que quand tu es différent, si tu te confrontes plus au jugement des autres, mais en fait, au plus tu es différent, au plus tu as des chances de réussir dans la vie. Et ça, je le pousse aussi. C'est ta singularité, on est dans l'authentisme. Au plus tu es authentique et au plus tu es différent, mais au plus, ça veut dire que tu peux apporter des choses au monde. Et les gens ne sont pas ça, ils préfèrent rester dans un moule. Et la fille que j'ai interviewée, c'est une danseuse. Pour moi, elle va faire une carrière mondiale. Elle disait, c'est un peu comme un monde de Sims. Moi, je n'ai jamais regardé les Sims, mais elle dit, les Sims, si on est tous comme des Sims et qu'on est tous dans le moule, ben, en fait, on ne va pas se démarquer. Et donc, moi, je dis aux plus jeunes, dès qu'ils commencent, essayez de vivre des choses, de tester des choses qui vont faire qu'après, ben, on va comprendre que votre parcours est différent des autres. Comme je l'ai expliqué avec moi, mon cas des 5000 rejets. Donc, Ouais. Mais tu vois, c'est exactement ça. C'est marrant que tu utilises le mot singularité. Tu le sais peut-être pas, mais mon accompagnement, son nom, c'est Singularité. ah, voilà. Ouais, c'est par hasard, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes, en fait, ont, selon moi, tu vois, leur génie a été étouffé par, on en revient à ce qu'on disait au début, l'école, l'entourage, la famille, la société. On nous dit prenez pas de risques. Alors, tout part d'une bonne intention, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que ça va venir saboter qui on est vraiment. Et en fait, on ne s'autorise pas à libérer notre plein potentiel. Mm. Et pour moi, c'est ça. C'est en fait, on a peur quand on dit vraiment qui on est, d'être rejeté, d'être critiqué, qu'on se moque de nous, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que dans le passé, bah, c'est ce qu'on a pu être amené à vivre. Et au-delà de ça, en tant qu'être humain, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est d'être rejeté de notre clan, en fait. Mm. Et donc, si on est Ouais. trop différent, bah, on dit ah putain, bah, parce qu'à l'époque, il y a longtemps, c'était une question de vie ou de mort. Et, Donc, Et ouais, après, c'est. Gaël, pour dépasser ça, parce que en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est que moi, je pousse à avoir de l'échec, parce que moi, mes propres échecs, c'est des histoires maintenant. Et je te donne un exemple. Moi, Très bien. maintenant, je suis sur scène, je suis allé sur scène, mais c'est arrivé qu'une fois, je me suis tapé une humiliation. Le truc, il n'a pas fonctionné. C'était dans Ah un ouais. exercice. Donc, c'était pas mes propres conférences, mais c'était dans un exercice ailleurs où j'ai voulu faire un truc et c'était un gros bide, mais ça arrive à tout le monde. Tu prends Kev Adams, je me souviens qu'une fois au Energy Music Awards, il a fait un bide, mais c'est pas grave. Et donc, moi, j'ai vécu le pire. Donc, le jugement des autres, tu vois tous les regards, tu dis, mais oh là là. Mais après, tu te dis, tu vois, on est sur cette planète, on se plaint trop. Le rejet, ça fait mal, c'est provisoire, mais quand tu commences à relativiser et que tu vois tout ce qui se passe sur cette terre et qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup plus graves, tu dis, mais de quoi je suis en train de me plaindre d'un petit rejet? Ok, c'est un peu douloureux. Je sais en plus que c'est normal de se faire rejeter, mais qu'est-ce que tu vas te plaindre? Et en fait, le fait d'avoir vécu une humiliation, d'avoir vécu le pire, bah maintenant je suis pareil, je sais c'est quoi le pire. Et finalement, le pire, quand tu relativises, c'est pas très très grave. Et donc, du coup, aujourd'hui, je peux revivre le pire, ça ne me fait rien. Je pourrais Grave. réavoir une salle. Peut-être que ça va réarriver, où tout le monde va me huer, des choses comme ça. Et bah, c'est pas grave. C'est pas grave parce que Ah quand ouais. tu relativises, tu dis, bah, finalement, j'ai encore un toit, j'ai encore des gens qui m'aiment. C'est pas grave. Tout le monde, ça arrive à tout le monde. Comme je t'ai dit, depuis le Kev Adams, il s'est tapé des bides, mais là, devant la télé, mais c'est pas grave. Au moins, ils font les choses. Et après, c'est quand même des gens qui sont suivis par des millions de gens au final, qui sont aimés, qui ne sont pas aimés. De toute façon, on polarise. Mais donc, parfois, il faut, dites-vous, on est sur la terre pour ne pas avoir des regrets. Et si vous avez un rejet, relativisez, vous dites, bon, Ouais. ça va, c'est un moment douloureux, demain c'est oublié, on passe à autre chose. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Le lendemain, j'avais oublié. En plus, le lendemain, j'ai une standing ovation. Parce que Ah, ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait se réexprimer notre ressenti par rapport à l'exercice de la veille. Ben, moi, j'ai directement pris le micro. Il ne faut jamais rester sur un échec. J'ai pris le micro, j'ai expliqué, je me suis montré vulnérable. J'ai dit, ça a touché mon ego parce que beaucoup de gens pensent que j'étais un warrior. Et je ne me rendais pas compte de ça. Le fait que je montre mes vulnérabilités, que ça m'a touché, que j'étais vulnérable, tu as des gens qui ont pleuré dans le public. Et en fait, le gars qui avait fait l'exercice, qui est un grand patron d'une grande chaîne de radio, lui-même a été touché, c'était standing ovation. Et tu vois, en 2 jours, tu passes de l'humiliation publique à les gens ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à standing ovation avec des gens qui pleurent. Et c'est ouais. aussi important en fait De rebondir. de montrer ses vulnérabilités, tu vois, c'est des choses qu'on apprend. De nouveau, on revient, au plus on est authentique et au plus on n'est pas fait, bah, au plus
ça va toucher et on revient sur cette singularité. Et là, tu vois, bah, j'ai appris quelque chose. Donc, dans l'échec, j'ai appris quelque chose et je suis passé de l'humiliation à instant innovation en moins de 24 heures. Fantastique, fantastique, fantastique. Et du coup, avant de on va commencer à conclure, c'est quelles sont tes ambitions maintenant? Aujourd'hui, maintenant que tu as fait tout ça, je sais que tu as Business Entourage qui arrive en 2024. Je sais qu'à l'heure actuelle, voilà, tu, travailles avec un champion olympique pour les Jeux Ouais. olympiques Pour le moment, on est en train je suis le manager d'un champion olympique et bah, 2024, c'est les JO à Paris en plus. à Paris. J'adore ce genre Il y a de pas de mission. punaises de lit, c'est vrai, là, ils Ouais, sont en train de se j'ai débarrasser entendu des vos punaises histoires de de lit. punaises là. Et donc, ouais, l'ambition, moi je suis content. En fait, je peux pas trop en parler parce que c'est des contrats de confidentialité. Mais j'accompagne aussi les plus grands de ce monde, un peu en mode shadow, sur des stratégies. Il y en a, ça a été rendu public hein, parce que c'est passé à la télé. Et puis il y en a d'autres. Bah, voilà. Et j'adore travailler aussi. Donc j'ai dit, hein, j'adore travailler avec n'importe qui par rapport à ce qu'on s'est dit avec l'injustice et qu'il y a plein de potentiel dans le monde et il mérite de réussir. Et quand je vois quelqu'un qui est transformé et que je vois 3 mois ou 6 mois après que c'est un carton, ça me fait trop plaisir, je me sens utile. Et puis je travaille aussi avec les plus grands de ce monde. Et là, c'est un champion olympique. Et bah, lui, il doit être concentré sur le sport, sur la performance sportive. Mais derrière, tu sais, on n'est pas dans le football non plus. Bah, ils doivent avoir des financements. Ils doivent avoir... En fait, tu leur enlèves la charge mentale pour que tout se passe bien au jour J. Et donc, voilà, on est sur ce projet-là. On est en train de trouver plein de partenariats aussi. Donc, pour pouvoir faire qu'il ait les financements qui fait qu'il sera dans les meilleures situations pour s'entraîner et tout ça. Et c'est vrai qu'on a aussi le Summit, c'est la 3e édition, hein, c'est 3 jours de séminaire, ça va être du 19 au 21 avril. Et ça, c'est mon petit bébé, c'est énormément, c'est 6 mois de préparation. C'est beaucoup, tu vois, c'est beaucoup d'enjeux aussi. Hein. Tu sais, c'est des dizaines de milliers d'euros que j'avance. Moi, je prends le risque. Après, tu dois remplir une salle, tu dois avoir les speakers, tout ça. Mais on revient sur le why profond, que je sais que quand les gens viennent à ces 3 jours-là, bah, moi, je suis prêt à travailler 6 mois et à prendre plein de risques parce que quand tu vois à la fin des 3 jours que tout s'est bien passé et que ça a changé certaines vies, mais tu vis en fait un moment de flow. Un moment de flow, c'est un moment hors temps. Tu as été tellement dans l'inconfort et dans les peurs que quand ça se passe bien à la fin, et souvent derrière la zone de peur, tu as la zone magique. Bah, quand tu es dans cette zone magique, ça dure, tu sais, c'est le 3e jour, le dimanche, quand il est 23 heures et que tu as fini les 3 jours et ça s'est bien passé, tu es dans un moment mais de sérénité extrême, d'épanouissement extrême parce que tu te dis bah ça valait la peine de faire tout ça quoi. Et donc ouais on relance. Donc je suis déjà occupé dessus. On a déjà, tu sais quand chaque année aussi c'est de mieux en mieux. En 30 minutes on a déjà vendu un tiers des places, tu vois. Un tiers des Magnifique. places. C'est même pas encore vendu au grand public. Il y a déjà un tiers des places qui sont parties parce que en fait de nouveau on montre. Il y a une after movie. On voit les émotions, on voit les gens. Et donc au plus on montre, au plus on fait des choses, au plus ça devient facile. Il y a des gens ils montrent pas assez. Ils ne Ouais. montrent pas assez et nous, on filme tout, donc on voit après. Et ça permet après de grandir, grandir, grandir et de devenir comme ça la référence en francophonie. Donc, ouais, il y a ces projets-là. Et puis, il y a toujours aussi la radio, ou pareil, hein, la radio. Au début, tu as un premier invité qui est pas connu. Aujourd'hui, tu as des gens qui viennent de Paris, qui sont dans des émissions Netflix, qui viennent de Paris, qui font 3 heures de route pour faire une demi-heure d'interview chez moi à la radio pour repartir sur Paris. Et là, pareil, on a eu des grands politiciens, on a eu des champions olympiques, des grands entrepreneurs. C'est des gens comme Ty Chris qui sont venus sur l'émission. On a eu récemment Mathieu Stéphanie, qui est le podcasteur de Do It Yourself. Et on a de plus en plus de beau monde. Et là, en plus, on a une audience. Rien que les teasings de l'émission, là, les 3 dernières émissions, on a fait 200 000 vues sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un truc qui explose. Et Non. on grandit. Mais de nouveau, c'est parce qu'on monte, on monte. Et c'est aussi la débrouillardise. Parce que dans cette radio-là, il n'y a pas de caméra. Et donc, moi, je vais t'expliquer l'histoire. C'est comme ça on voit aussi le métier entrepreneur. Quand Mathieu Stéphanie est arrivé, ben moi, j'ai filmé à l'iPhone. Et après l'iPhone, j'arrive à faire un montage où je peux zoomer sur les deux. Mais il n'y avait même plus le truc pour poser l'iPhone. Le matériel était cassé. Donc, je me suis retrouvé avec une boîte de chaussures. On avait mis une canette de bière, l'iPhone posé et on l'a fait à la débrouille. Mais derrière, tu vas voir le résultat. C'est que c'est des dizaines de milliers de vues. Au total, sur l'émission, des centaines de milliers de vues. Et c'est comme ça. Il faut toujours être dans la débrouillardise et trouver des solutions. Et après, on a des choses qui évoluent, qui grandissent. Donc, ça, c'est tout. C'est tous les projets qui arrivent et après, bien sûr, avoir un maximum de success stories et de booster les projets d'un maximum de gens à partir du moment où ils sont bien sûr motivés et qu'ils ont envie d'avancer. Moi, je dis, je ne travaille pas avec des touristes ou des gens qui sont des assistés. Il y en a aussi et ça ne m'intéresse pas. Ah, c'est clair, je comprends bien, ouais, je comprends. Bah, écoute, ce que je ferai, je mettrai le lien pour, quand il sera, public pour les personnes, voilà, qui souhaitent prendre leur place sur le Summit. Moi, j'ai trouvé ça enfin, je le recommande, c'est validé. Ouais, tu l'as vécu, toi, c'est vrai. Hein. Ah, moi, j'ai adoré, tu vois? Donc, ouais,
Enfin, mon top, Ouais. j'étais en pleurs le dernier jour, je me Ah, t'as souviens. pleuré aussi, toi? Ouais, sur les histoires des personnes qui étaient là. Bon, spoil pas, hein, spoil pas, hein. Non, je spoil pas. Non, Mais non, bon, ah ouais, tu vois. Mais je pense voyez qu'il y a là. il y a la moitié du public qui a pleuré. Et même les speakers, c'est ça qui est fou, c'est qu'on va Ouais. tellement loin. Les speakers, on a des speakers de haut niveau, hein. On a eu Christian Millet, enfin, on a eu Et en fait, même les speakers, ça a été très très loin, à tel point que certains ont même pleuré eux-mêmes. Donc, mais pleurer, ça veut dire pleurer dans le sens, il y a des déclics. Il y Ouais, a c'est des, émotionnel, tu vois. C'est ouais, pas il y a genre on des, est triste. C'est pas de la tristesse. J'ai vraiment des déclics. c'est des déclics. Ouais, donc ça, Et, c'était top. Bah, écoute, et c'est vrai que les gens qui savent pas c'est quoi les séminaires, c'est qu'il faut au moins en tester une fois parce qu'après l'énergie, rien que ça, c'est un boost d'énergie, c'est un boost d'inspiration. Les prochains mois, dis-moi si c'était pareil pour toi, mais les prochains mois, mais vous êtes dans une énergie qui dure et en général, les résultats des participants augmentent les prochains mois parce qu'ils sont dans une ça. énergie. De nouveau, hein, tu sais, on est dans l'environnement, on est dans un environnement booster. On a compris, il y a des choses qui sont. Et on y va. On y va. Et je sais qu'il y a des gens, ils m'ont dit les 3 prochains mois, après, c'était boum, le résultat. Et c'est les personnes que tu connais également. Ouais. Hmm. Ça te fait connaître des nouvelles personnes. Aussi, ouais. J'ai une habitude sur ce podcast, c'est à la fin, c'est de demander aux personnes, voilà, donc à l'invité, donc à toi, je te posais la question, c'est qui aimerais-tu voir sur ce podcast? De ton entourage, tu as une ou deux personnes à me citer où tu te dis, ouais, ce serait cool que cette personne-là participe. En toute Ben, humilité, tu vois. je vais te dire, comme ça, hein, franchement, moi, je Vas-y, marche dis-moi. toujours à l'intuition, réfléchissez toujours à l'intuition. Le premier nom, bam, qui est arrivé, direct l'image, bah, en fait, c'est le champion olympique que je suis en train d'aider parce que, pareil, c'est ton podcast, c'est sur les Le différents différenciateur inné. avantages. Et lui, quand il a écrit un bouquin et quand j'ai eu son bouquin, tu te dis, ah ouais, il a failli mourir et aujourd'hui, c'est un champion olympique et c'est des histoires en fait qui sont uniques. Et aujourd'hui, tu vois, c'est champion olympique en hockey. Et l'équipe nationale de Belgique de hockey était nulle part. Et en fait, pour réussir dans les sports d'équipe, il faut savoir créer tout un team spirit. Et Oui, ils sont passés d'une équipe de touristes à une équipe qui aujourd'hui est championne olympique, championne du monde et tout ça. énorme. Et Même devant le Canada et compagnie. ouais, ouais, mais attention, le Canada, je pense que c'est plus de hockey sur glace, mais là, hockey sur gazon, mais ils Ok, sont d'accord. devant l'Inde, devant, je pense, les meilleures équipes aujourd'hui. Bah oui, Ok. non, c'est l'Allemagne, c'est la Hollande. Et ils ont gagné, ils sont champions olympiques en titre. Et en fait, quand tu vois tout le parcours et tu vois comment, dans l'entrepreneuriat aussi, le team spirit, c'est ultra important, bah, je trouve que c'est une super belle histoire qui est aussi une histoire de quelqu'un qui est complètement différent et qui a un parcours extraordinaire. Je ne sais pas Bien. combien il y a de gens champions olympiques dans le monde, mais c'est des oiseaux rares, comme on dit. Et les oiseaux rares, C'est c'est des gens qui sont différents parce qu'ils font les choses différemment. Et quand on fait les choses différemment, en plus on est différent, bah, au plus on peut devenir leader, que ce soit dans le sport, l'entrepreneuriat, le freelancing, n'importe quel domaine. excellent, excellent. Mais merci beaucoup, Jérémy. Merci de ton temps, de tout ce que tu as partagé. J'espère que toi qui nous écoutes ici et maintenant, tu vas être inspiré de te lancer dans le networking pour développer aussi bien ton business que ta vie personnelle. Et puis, bah, on se voit très bientôt. Jérémy, de toute façon, on va se voir très bientôt, ça c'est sûr. Voilà, début décembre déjà, hein. Début décembre. Et surtout, le mot de la fin, retenez ça, c'est que votre talent, c'est votre moteur, votre réseau, c'est l'accélérateur. Et il faut vraiment les deux pour réussir. C'est impossible de réussir si on n'a pas les deux. Donc, si vous avez, c'est même pas avoir un diplôme, hein. Tu sais, un tiers des milliardaires n'ont même pas terminé leurs études. Mais D'accord, ouais. quand vous savez gérer votre relationnel, créer des bonnes relations, gérer des moments clés et que vous avez aussi des connaissances et des compétences, c'est l'ensemble des deux qui fait que vous réussissez et on revient sur cette phrase aussi, ce n'est pas ce que tu connais, mais qui tu connais et qui te connaît. Quand on a les trois, on devient quelqu'un qui peut aller très, très, très loin dans ses activités. Excellent. Merci, Jérémy. Et puis, bah, à très bientôt. Ciao. Merci à toi, Gaël. Salut. Salut.